Après un début de semaine plutôt encourageant, le CAC 40 a finalement rechuté de près de 300 points en 48 heures, revenant sur la zone des 7800 points, un support crucial avant un possible retour vers les 7500. Dans le même temps, la tension géopolitique et la remontée du pétrole inquiètent de plus en plus les investisseurs, d'autant que ce type de signal a souvent précédé des phases de récession puissantes. Alors, le rebond récent n'était-il qu'un simple rebond du chat mort ou est-ce que les marchés peuvent encore se reprendre avant l'été? C'est toute la question à laquelle nous allons tenter de répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine le rebond du chat mort. Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qu'il ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur les différents réseaux sociaux, vous avez tout qui s'affiche sur cet écran. Pensez toujours bien sûr à activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Et pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, nous avons pour vous accompagner notre newsletter gratuite qui compte plus de 8000 abonnés désormais et bien entendu la possibilité d'accéder au portefeuille ETF Forteresse pour résister à toutes les crises. Vous avez également à votre disposition un espace de formation gratuite sur le site lepodcastdelabourse.fr sur lequel il y a 1350 formés désormais avec bien sûr des modules d'accompagnement. À la fin de l'année, il y aura au moins une quarantaine de modules sur tous les sujets, bourse, gestion privée, immobilier, banque, crypto-monnaie et matières premières. Il y a des surprises. De très très belles surprises, on travaille bien de manière assez intense et il va y avoir une nouveauté. Alors je vais vous mettre une maquette de ce qui va normalement arriver d'ici quelques mois. C'est beaucoup de travail, mais ça va énormément vous plaire, ça c'est sûr. Ce sera évidemment aussi gratuit. C'est quelque chose qui devrait ressembler à ça sur le site en fait du podcast de la bourse gratuitement. On va vous mettre des screeners en temps réel en fonction de configuration graphique, ce qui fait que pour certains, vous pourrez directement, alors les codes seront bien sûr donnés aussi, il y aura des codes pour pouvoir vous-même installer ces screeners sur ProRealTime, sur la plateforme que j'utilise, mais également vous aurez directement ce screener qui se mettra à jour directement sur mon site à moi. Donc voilà, on travaille sur ça. Il y a beaucoup d'autres surprises qui arrivent, vous verrez. Voilà, bon, c'est beaucoup de boulot, notamment. On travaille avec Max, qui est Maxime Argonu, que vous connaissez, qui est sur les réseaux aussi, qui fait un travail formidable. Donc voilà, ça va être super. On s'accroche, c'est beaucoup de taf. Plus le bouquin qui est en écriture, etc. Donc voilà, mais il y a beaucoup de nouveautés qui vont arriver et bien sûr, tout ça sera gratuit. Vous avez, pour celles et ceux bien sûr qui veulent aller plus loin, nos formules d'accompagnement historique qui ont cartonné jusqu'à l'année dernière. C'est vrai que depuis le début de l'année, c'est triste d'ailleurs, avec des marchés qui sont un petit peu plus complexes et qui pour moi devrait justement susciter l'envie aux gens de se former. Quand on a des marchés qui baissent, évidemment, ça, c'est le moment justement de s'intéresser au marché. Et malheureusement, nous, ce qu'on voit depuis 5 ans sur MTT, c'est que généralement, les booms de nouveaux abonnés ont lieu lorsque les marchés sont sur les plus hauts et lorsqu'ils sont en repli en général. On a beaucoup moins de nouveaux abonnés, ce qui est le cas d'ailleurs. Depuis quelques semaines, avec la baisse des marchés, on a eu très peu de nouveaux abonnés. C'est dommage, parce qu'encore une fois, c'est le moment. Donc profitez-en. Vous avez également, bien sûr, le programme d'accompagnement de découverte qui est arrivé plus récemment. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous rappelle que les abonnements mensuels sur les deux programmes sont sans engagement. Je remercie chaleureusement mes partenaires qui me permettent de réaliser tous ces contenus gratuits. Trade Republic, Bitvavo, Urrutia Gestion Privée, avec qui on a fait une vidéo cette semaine, j'y reviens, ProRealTime, aucoffre.com pour bien sûr acheter des pièces d'or et d'argent en toute sécurité, et Investing, la référence mondiale de l'analyse financière et fondamentale. Comme d'habitude, je veux revenir sur deux petites vidéos que j'ai publiées récemment, DCA, une vidéo très courte,
c'est à 10% par an, ce que personne ne vous dit. Voilà, une vidéo qui, je crois, vous a beaucoup intéressé. Et puis une vidéo ouais, qui a bien marché également, on a eu de très bons retours. C'est la vidéo sur la présentation du titre Eni, lié au pétrole évidemment, sur lequel, avec Urutia, nous avons monté, enfin, Urutia a monté surtout un produit structuré avec Olivier, un produit structuré franchement. Cadeau, alors, je sais pas s'il reste encore des enveloppes, voilà, parce que l'enveloppe est très très enfin, s'épuise très rapidement sur Eni, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, dans cette vidéo, on fait l'analyse technique et l'analyse un petit peu fondamentale. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là, et puis si vous avez de l'intérêt, éventuellement, vous pouvez contacter Urutia. On passe bien entendu eh bien, au programme de cette vidéo, le rebond du chat mort, point d'interrogation. On parlera bien entendu, on fera une analyse rapide, hein, macro-éco comme d'habitude. Et puis, on ira voir notre cher ami le CAC 40, le CAC Small aussi. Puis on passera aux actions avec Total Energy. Alors Total Energy, j'y reviens parce qu'il y a eu énormément de questions cette semaine qui m'ont été adressées, toutes les mêmes, parce qu'il y a beaucoup d'actionnaires de Total Energy, et c'est tant mieux, c'est tant mieux, sur comment dirais-je, la manière d'aborder la vente sur Total Energy. C'est un sujet. Donc je vous proposerai plusieurs pistes de réflexion dès le début de ces analyses, et puis vous choisirez celle qui vous convient évidemment le mieux. Schneider Electric, Bolloré, Hermès aussi, en grande difficulté. Hein. Airbus qui s'est énormément replié, on l'attendait, Société Générale, Safran, Soitec, dont tout le monde a parlé, comme de par hasard, c'est là où elle a perdu plus de 10% en ligne droite. Forvia, Publicis, Sensorion, toujours une action qu'on avait proposée, un titre à suivre, Sanofi qui a été fort résiliente, Steve qui fabrique bien, qui construit bien, Accor, Interparfum, Ferrari, alors je l'ai mis côté européenne, mais c'est vrai que souvent je la mets côté américaine, parce que là on va regarder la cotation en dollars, mais enfin bon, vous aurez compris, peu importe que ce soit d'un côté ou de l'autre. Air France, ASM International, Euronext, Biomérieux, Robertet, RWE, ça c'est en Allemagne, Saint-Gobain, oh là, je suis allé un petit peu vite, je reviens un petit peu en arrière, Technip Énergie, ArcelorMittal, Calré, Adyen, Sartorius, Maison du Monde, Carvolix, configuration intéressante. Beneteau, Pierre et Vacances, titre que vous savez que je suis, sur lequel on reviendra voir un petit peu. Bon, évidemment, il a souffert, hein, comme beaucoup d'autres. Puis on partira aux États-Unis avec du Xylem, Visa, Booking, Super Metro Computer. Carvolix, ben voilà, je l'ai mis en deux fois, mais non, c'est bien un titre français. Mercado Libre, Alibaba, PayPal, McDonald's, Microsoft, et puis, bien entendu, je vous ai gardé les 4 titres à suivre. J'en ai trouvé 4. Pas évident. Alors là, voilà, pas évident cette semaine, mais je vous ai pas lâché, donc je vous en ai quand même sorti 4. Et enfin, le screener Trend Following. Comme d'habitude, merci 1000 fois à toutes celles et ceux qui soutiennent cette vidéo, qui font bien entendu le relais à travers les différents réseaux sociaux. Donc merci beaucoup, ça donne beaucoup de force. Il est possible, je dis bien possible, que la semaine dernière, comme je suis en déplacement, je ne puisse pas faire cette vidéo-là, mais ce sera juste une pause, rassurez-vous. Voilà, je verrai si je peux enregistrer avant, ou éventuellement si on peut avoir un autre format, peu importe. Mais voilà, ne vous inquiétez pas s'il n'y a pas un format classique, disons, pour la semaine prochaine. Et encore une fois, merci à toutes celles et ceux qui commentent, qui likent et qui mettent, qui apportent du soutien à ces vidéos. Bon, le résumé de la semaine, une semaine encore, hein, voilà, de ballottement, de zigzag, c'est compliqué, évidemment, on a cassé beaucoup de choses, il y a une tension qui est toujours là. On va, avant d'y revenir, on va parler un petit peu, bien sûr, de la saisonnalité que vous connaissez. Le mois de mars, la seconde partie, notamment du mois de mars, est une partie généralement qui est plus favorable que ce qui s'est passé précédemment, que notamment le mois de février. On le voit ici également en termes de performance. On se situerait plutôt par là en termes de performance. Donc ça, si vous voulez, on le disait la semaine dernière, c'est un petit peu le côté favorable, hein, le côté positif bah, dans lequel nous sommes aujourd'hui. Au niveau des indices, en zoomant un petit peu, eh bien, le Dow Jones, c'est un petit peu la même chose. C'est un mois de mars un petit peu positif et un petit peu en zigzag. C'est le cas également pour le Nasdaq qui a tendance à être un petit peu plus fort que le Dow Jones d'ailleurs, même s'il zigzague pas mal. Le mois de mars pour le DAX aussi, surtout sur la seconde partie, je dirais même le dernier tiers, d'ailleurs dans lequel nous sommes aujourd'hui,
est généralement plus positif. Vous voyez, hein, le dernier tiers là, qui est plutôt pas mal. Donc voilà, et au niveau du CAC, du CACU, lui, après un début de mois de mars, lui aussi compliqué, on voit que normalement, voilà, en termes de saisonnalité, de statistiques, on est bien d'accord, hein, à partir grosso modo du 20, donc à partir de là où nous sommes, globalement, on a les points bas court terme, bien sûr, qui ont été faits. Voilà, jusqu'au début mai, voire même début juin, où après, effectivement, on a une période qui est un petit peu plus compliquée jusqu'à octobre. Voilà. C'est ce que nous dit la saisonnalité depuis 37 ans. C'est pas ce que nous dit la saisonnalité depuis janvier 2026. On est bien d'accord, vous avez bien compris, hein. Donc encore une fois, euh, si vous voulez, ces statistiques-là, à mon sens, n'ont de sens que si vous avez des graphiques qui s'alignent, eux aussi, à ça, hein. Donc là aussi, hein, comme j'aime à la rappeler, voilà, il faut faire preuve d'humilité. Ce sont des outils supplémentaires qu'il faut prendre comme des outils supplémentaires, mais qu'il ne faut pas prendre comme une boule de cristal qui va nous prédire l'avenir, car à ce jour en tout cas, et à titre personnel, je n'ai pas trouvé d'outils qui précisément pouvaient prédire l'avenir. En ce qui concerne les performances, on verra dans une dizaine de jours un petit peu s'il y a eu des réductions d'écart entre la performance des small cap et la performance des big, donc du CAC en France, hein, bien évidemment. Effectivement, au début de l'année, le mois de janvier a été très favorable aux small cap et très favorable sur février aux big cap. Donc, grosso modo, cet écart s'est neutralisé, hein, avec ces deux écarts mensuels, hein. Donc, un écart favorable sur le mois de janvier pour les small et favorable sur le mois de février pour les big. Donc, on verra, effectivement, on fera le point à fin mars, début avril, si cet écart est toujours sensiblement réduit ou s'il y a voilà, ou les small ou les big qui ont repris l'avantage, nettement. Au niveau de la performance donc, du mois de mars sur les 10 dernières années, bah, le CAC fait moins 0,5, les small font moins 1,3. Donc voilà, c'est quand même un mois de mars qui est habitué, on le voit, à la volatilité. C'est somme toute assez classique, hein. On a des performances qui sont quand même assez variées et assez volatiles. Malgré ça, on est dans un moment un petit peu plus calme au niveau de l'agenda des publications, surtout en Europe. Aux États-Unis, c'est vrai également, même si vous avez toujours pas mal de publications. On a vu notamment hier la publication de Micron, Delocal, voilà. Mais ce sont des publications qui sont, on va pas dire plus en retrait, mais un petit peu quand même. Il y aura Accenture également. Donc des publications qui sont par rapport à certaines big, en tout cas, notamment les 7 magnifiques, qui arrivent dans un second temps. Donc voilà, d'ailleurs en parlant de ça, hein, je ne sais pas si vous avez vu que la Fed a dit cette semaine, je crois que c'est cette semaine, qu'il réfléchissait éventuellement à ne pas obliger les entreprises à publier tous les trimestres et peut-être uniquement tous les semestres. Donc au lieu de publier 4 fois par an, elles publieraient que 2 fois par an. Alors au début, pour ma part, j'ai été surpris, je me suis dit, oh, c'est pas une bonne idée. Et puis après réflexion, c'est vrai que j'ai un petit peu, je suis plus neutre sur cet avis-là, parce que je me dis que c'est vrai que souvent on subit beaucoup de volatilité à cause justement de ces publications-là. Peut-être que 2 fois par an, ce serait largement suffisant. Donc à voir, je sais pas ce que vous en pensez vous me direz en commentaire, mais bon, finalement, après réflexion, c'est peut-être pas si déconnant que ça, et on subira peut-être un petit peu moins de volatilité tout le long de l'année, à voir. Au niveau des publications d'entreprises France, Belgique et Pays-Bas, hein, donc l'Europe Euronext, si je puis dire, eh bien c'est un petit peu la même chose. On a toujours quelques publications, mais on en a quand même un petit peu moins. Et on verra donc sur le trimestre suivant, sur le deuxième trimestre, euh, on aura à nouveau des accélérations. Vous allez également subir pas mal de détachements de dividendes. J'y reviens un petit peu plus tard. Donc le sujet de cette vidéo, bien sûr, c'est le rebond du chat mort, hein. Point d'interrogation, bien sûr. La nervosité reste donc très présente sur les marchés. Les places européennes ont rebondi pendant quelques jours, notamment en début de semaine, avant de repartir à la baisse, illustrant notre parfait zigzag, celui qu'on décrit depuis des mois et des mois, celui voilà, qu'on s'attendait pour toute l'année 2026 et qui, moi je pense, je ne change pas d'avis si vous voulez. Euh,
maintenant que le marché veut bien aller dans le sens qu'on avait imaginé, c'est pas le moment de dire je change d'avis. Non, justement, il ne fait que confirmer tout ce qu'on pense et tout ce qu'on pense. Donc pour le coup, ce zigzag-là, moi je pense que bah, il n'y a pas de raison qui ne dure pas. Il y aura des périodes où effectivement on aura peut-être pendant 2, 3, 4 semaines des périodes plus directionnelles, ce qui n'est pas trop le cas depuis quelques jours là. Mais dans l'ensemble, lorsqu'on prendra du recul encore une fois, et on va le faire notamment sur les graphiques, on se rendra compte qu'il y a beaucoup de zigzags. Donc évidemment, le conflit au Moyen-Orient continue d'alimenter les inquiétudes des investisseurs. Donc hier, le CAC 40 a reculé nettement, notamment le matin, dans les premiers échanges. Hein. Il a même perdu jusqu'à 2% avant de remonter un petit peu. Il n'a pas perdu plus, il a plutôt surperformé d'ailleurs le CAC grâce à, grâce à Total Energy, bien sûr, qui avait à un moment donné une performance de 4 ou 5% en séance. Donc la pondération, si vous voulez, de Total Energy a permis de tenir un petit peu ce CAC 40, contrairement à certains homologues européens, notamment le DAX qui perdait plus de 2,3 ou 2,4% en séance. Donc globalement, le CAC était plus résilient, malgré certaines valeurs qu'on verra aussi dans cette vidéo, comme Hermès qui ont abandonné 4 ou 5% également en séance et même à la fin de séance. Donc, évidemment, les craintes, c'est voilà, il n'y a pas de nouveauté, si vous voulez, par rapport aux dernières semaines. La montée, suite au conflit, bien sûr, la montée toujours du pétrole qui était même monté jusqu'à 114 dollars. Je crois qu'on est redescendu un petit peu à 104 ou à 105 dollars de mémoire. Je vais vous le dire là en live. 108 dollars, voilà le Brent. Donc, bon, voilà, ça reste quand même relativement haut. Et le marché a donc immédiatement sanctionné le retour de ce fameux risque énergétique. Le gaz aussi européen bondissait. Donc voilà, parce qu'on sait, si vous voulez, pourquoi le marché sanctionne. Hein. Parce qu'on sait que l'impact derrière économique, si ça venait à durer, etc., peut être très grave. Donc c'est ça en fait que le marché quelque part price. Quoique, et certains me l'ont fait remarquer, et ils ont raison, hein, et ils ont raison, le marché ne le price pas tant que ça, ce risque, au final. Il a price un petit peu, voilà, en ayant quelques reculs sur certaines valeurs, en faisant un petit peu d'hésitation depuis quelques semaines, mais on peut pas dire que la sanction est absolument incroyable de violence et de méchanceté. La baisse donc de la bourse ne s'explique pas que par un simple mouvement technique, elle s'inscrit donc dans le contexte de forte escalade au Moyen-Orient après des frappes sur des infrastructures gazières majeures dans la région. Pour les marchés, le raisonnement est direct. Quand le pétrole et le gaz flambent, les investisseurs donc craignent un nouveau choc sur le coût des entreprises, sur donc potentiellement l'inflation et donc, in fine, bien entendu, sur la croissance. Les marchés ont aussi dû digérer un message monétaire plus prudent. On a vu Jérôme Powell cette semaine qui s'est exprimé d'ailleurs. On sentait bien que c'était la fin de son mandat, hein, avec une attitude différente, enfin qui m'a semblé, en tout cas moi à titre personnel, un petit peu différente. Je l'ai trouvé plus, comment dirais-je, avec un petit peu plus de recul, voilà, sur la situation, peut-être plus détendu aussi. Voilà, on n'a pas l'impression qu'il quitte son poste avec beaucoup de regrets, en tout cas. Jérôme Powell, c'est le moins que l'on puisse dire. Bon, à voir. Peut-être que la retraite arrive et qu'il veut en profiter, et on lui souhaite, bien entendu. La Fed a laissé ses taux inchangés, hein, bien sûr, le 18 mars. Et Jérôme Powell a reconnu que la hausse de l'énergie risquait de pousser l'inflation à la hausse à court terme. Alors, c'est la même chose, bien sûr, hein, pour les autres banques centrales. La Banque d'Angleterre a maintenu ses taux directeurs à 3,75. Les investisseurs comprennent donc qu'un choc énergétique peut aussi retarder les espoirs d'assouplissement monétaire. Évidemment, on se retrouve vers une situation qui est la situation malheureusement qu'on avait vu un petit peu avant également ensemble sur cette chaîne-là. C'est-à-dire qu'au moment où l'inflation, ben, plus personne n'en parle et que le sujet a été mis sous le tapis parce que résolu tout simplement. Hein, pour moi, il y a 2 mois, le problème de l'inflation a été résolu. C'est généralement que là, le marché décide à minima de faire des rebonds, si ce n'est plus. Bon, évidemment, le contexte, etc. C'est un peu comme le sujet du dollar, c'est au moment où tout le monde, tous les analystes sur les différents réseaux sont tous d'accord pour dire que le dollar est mort, que le dollar décide de faire un trend de rebond. C'est toujours comme ça, hein, voilà, c'est pas, ça veut pas forcément dire que les analystes sont mauvaises,
C'est pas ça. C'est juste que le marché a besoin de contre-pied pour pouvoir avancer. Donc là, pour le coup, effectivement, il a pris un sacré contre-pied. Donc, euh, donc, si vous voulez, pour moi, bon, il faut être, encore une fois, la semaine dernière, je vous avais dit que j'étais très partagé pour une fois et que j'avais du mal à me positionner de manière claire sur un biais positif ou négatif. Bon, voilà, si je devais faire, comment dirais-je, si je devais absolument prendre parti sur la suite à court moyen terme, je serais plutôt haussier quand même, parce que on est sur des tendances de fond qui sont toujours haussières, mais malgré tout, voilà, ce serait du 51-49, quoi, ce serait pas du 70-30. Donc là aussi, beaucoup d'humilité aussi, parce que bien sûr, cette semaine, encore une fois, a montré une chose très claire, c'est ce que j'ai créé ici, c'est que tant que le dossier géopolitique est sur la table, le CAC 40 et l'ensemble des indices, eh bien, resteront extrêmement sensibles aux variations de pétrole et de gaz. Donc voilà, le début de la semaine avait laissé, par exemple, espérer un peu de répit pour la suite, mais on voit notamment que en deux séances, en 48 heures, hein, donc la séance d'hier et de mercredi, eh bien, même si on a un rebond un petit peu là aujourd'hui encore, mais voilà, on a quand même beaucoup d'hésitation. Et encore une fois, c'est tout à fait légitime. Donc c'est difficile, si vous voulez, de prendre position dans ce marché-là. Quand je dis c'est difficile de prendre position, c'est en swing trading momentum, c'est-à-dire jouer des tendances haussières, parce que ben, des tendances haussières, même les tendances haussières les plus fortes, qu'on verra d'ailleurs à la fin de la vidéo avec le screener, ben voilà, elles ont du mal à reprendre, hein, c'est normal. Et d'un autre côté, vous n'avez pas eu non plus 50 opportunités long terme. Il y en a quelques-unes quand même qui commencent à arriver, c'est vrai. Mais on peut pas dire qu'on a eu des opportunités de malade avec des baisses sur certaines actions de 40%, etc., etc. Quoique, encore une fois, il y a certaines quand même qui commencent à revenir sur des niveaux intéressants. Donc voilà, mais on a plus le sentiment que c'est des dégonflements de valorisation. On verra par exemple Hermès, on a plus le sentiment que c'est Hermès qui a été payé trop cher. On y reviendra pendant des semaines et des mois. Bon, on l'a tellement dit ici qu'on n'est pas surpris, mais si vous voulez, il n'y a pas forcément eu encore immenses opportunités. Donc la question c'est est-ce qu'elles vont venir, ces opportunités long terme, d'ici quelques semaines. En ce qui concerne, donc on fait un petit retour maintenant hein, sur l'agenda des publications. Donc au niveau de la semaine prochaine, sur la première partie, voilà, je vous laisse faire une petite capture d'écran. Donc vous aurez quelques publications. Bon, parmi les plus connues, évidemment, vous aurez Unibail, Claranova également, voilà. Et puis sur la deuxième partie de la semaine, vous aurez également quelques publications, notamment Veto Kinol, visiblement, qui va publier. Voilà. Mais relativement peu de publications encore. Au niveau du calendrier des dividendes, ça y est, on commence à accélérer. Hein. Donc mars, avril, mai, c'est vraiment le cœur, surtout avril, mai, souvent le cœur des détachements de dividendes. Donc là aussi, hein, soyez pas surpris. Si vous avez tout à coup un portefeuille qui baisse en valeur, parce que voilà, entre le moment où le dividende se détache de votre portefeuille et le moment où il est versé sur votre compte, que ce soit un compte espèce si c'est le PEA ou directement le compte courant si c'est un compte titre, généralement vous pouvez avoir un espace de 24, 48, voire même 72 heures. Ça arrive même des fois sur certaines actions étrangères que ce soit un petit peu plus long le versement, mais voilà, il y a toujours un décalage, donc vous inquiétez pas. Si vous avez un écart de valorisation de votre portefeuille à cause de ça. On est toujours bien sûr sur un environnement qui est globalement relativement cher encore, notamment pour le S&P 500, qui certes, on le voit, hein, voilà, hein, a commencé à faire, à chaque fois qu'il y a des excès, en fait, finalement, entre le S&P 500 classique et le S&P 500 Equal Weight, c'est-à-dire équipondéré, tout simplement, eh bien, bon, voilà, généralement, on s'aperçoit hein, qu'on a une valorisation qui dégonfle sur le S&P 500, ce qui avait eu lieu d'ailleurs en 2000, ce qui avait eu lieu également avant le Covid, et ce qui, pour moi, est en train également d'avoir lieu. Donc, on a finalement un équilibre pondéré qui évolue en termes de valorisation en PE forward qui se situe entre les 12 et les 16. Donc, voilà, globalement, hein, 16-18 même éventuellement. Voilà, hein, 10-18, c'est vraiment on va dire l'écart entre le bas et le haut. Euh,
Donc on n'est pas cadeau quand même à 16. Voilà, on sera cadeau à 12, mais on n'est pas cadeau à 16. Et lui, en revanche, voilà, on n'est vraiment pas cadeau sur le S&P 500 puisqu'on est aux alentours des 21. Là où ça deviendra éventuellement intéressant, c'est plus quand on reviendra, vous voyez, vers les 16, voire même vers les 15. Donc ça voudrait dire quand même une baisse potentielle pour que ça devienne intéressant, hein, bien entendu, d'encore 10, 15, voire 20%. Voilà. Vous avez d'ailleurs l'écart type avec une sorte de bande de Bollinger hein, qui s'inscrit ici. Voilà, on s'aperçoit que bah, on est toujours hein, dans cette bande de Bollinger. On n'a pas fait véritablement d'excès, même court terme, puisque c'est une bande de Bollinger, vous voyez, qui est relativement court terme. On le voit de par sa volatilité. Et que voilà, globalement, c'est vrai qu'à court terme, à très court terme, vous êtes en dessous de la moyenne, mais pour moi, encore une fois, voilà, tant qu'on n'est pas à 18, globalement, 18, ça serait un niveau, on va dire, moyen à peu près, il faudrait le calculer, mais je pense que ça doit tourner à peu près à ça pour le S&P 500. Donc voilà, donc globalement, oui, c'est effectivement, il y a certaines valorisations qui ont bien baissé, mais quand on prend du recul, malgré la baisse, on est quand même encore très haut, d'autant que bah, les graphiques sont pas terribles, hein, y compris bien entendu sur les indices américains. Et voilà, il y a d'autres manières, hein, bien sûr, de mesurer, si vous voulez, le ratio de valorisation eh bien, du marché américain. Donc voilà, là vous avez la moyenne des bénéfices. Le Schiller PE ratio, la moyenne des bénéfices réels corrigés de l'inflation des 10 dernières années. Donc là c'est intéressant hein, voilà, de voir un petit peu où nous en sommes. Et on est plutôt quand même voilà, plutôt sur le haut de la fourchette que sur le bas. Et d'ailleurs la médiane, hein, vous voyez, elle est plutôt par là, ce qui ferait, voilà, encore une fois, moins... bon là ce serait moins 60. Donc je doute quand même qu'on y arrive. Mais voilà, en tout cas, on est quand même sur le panier haut, bien entendu. Donc, c'est un graphique intéressant aussi, hein, là, à regarder, relayé par, donc la source est Bloomberg, mais relayé par Isabelle Net, qui est un compte très intéressant, très sympa en plus à suivre sur les réseaux, notamment sur X, qui montre en fait voilà, les moments où il y a de la volatilité sur les marchés, donc c'est intéressant. Une sorte de stress supérieur à 90 qui est mesuré, voilà, et on s'aperçoit qu'effectivement hein, les périodes de stress correspondent toujours à des périodes où il y a des corrections de marché, voilà, ou en tout cas très 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 souvent des périodes de correction de marché. Donc voilà, on a un Fear Ingrid qui est lui aussi revenu, alors je vais pas dire en zone d'achat, parce que zone d'achat, un Fear Ingrid il peut rester très bas très longtemps, comme un RSI d'ailleurs, pour ceux qui utilisent l'analyse technique, c'est un petit peu, c'est pas, ça ne mesure pas la même chose, parce qu'il y en a un, c'est un sentiment, et l'autre, comment dirais-je, c'est une analyse graphique, de momentum, mais globalement, c'est un petit peu la même chose. On sait qu'on est sur une période où quand même le marché, globalement, a peur. Maintenant, est-ce que c'est le point bas? Ça, c'est encore autre chose. On a également, bien sûr, toujours les craintes liées, bien sûr, à l'augmentation des prix du gaz naturel, et puis bien sûr le scénario qui est un scénario comparé aux années 70 où nous avions eu effectivement de 74 jusqu'à 77, on a vu un dégolfement de cette inflation-là. Avant derrière, premièrement un rebond, le même que l'on vit un petit peu, tout petit peu, dans une moindre mesure, depuis quelques semaines, quelques mois, et derrière, effectivement, de 1977-78 jusqu'à 1980, il y avait eu donc 2 années où il y avait eu une réaugmentation forte de cette inflation. Voilà. Donc, est-ce que on va avoir un scénario similaire? C'est l'avis de beaucoup d'analystes. C'est pas le mien, c'est pas le mien. Ça peut bien sûr arriver, attention, hein, je l'exclus pas du tout, pas du tout, voilà. Mais je pense quand même que, voilà, il y a peu de chances que ça arrive. Je pense qu'on peut avoir de l'inflation qui dure, ça oui, mais je pense pas qu'on reviendra à des niveaux extrêmes comme on avait eu là, au-dessus de 10 ou de 11. Je pense pas, voilà, on peut monter à 4 éventuellement, etc. Mais voilà, je pense pas. Sauf si, évidemment, hein, cette guerre dure, 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 dure. Tout le monde, effectivement, semble d'accord sur le fait que cette guerre ne va pas durer. Trump, évidemment, est d'accord, forcément. Netanyahu aussi. Voilà, encore une fois, il faut faire preuve d'humilité. Et moi, voilà, je vous l'ai dit la semaine dernière et celle d'avant, je fais preuve beaucoup d'humilité, tout simplement parce que bah, la dernière guerre où j'avais dit qu'elle terminerait rapidement, c'était l'Ukraine, et elle dure encore. Donc vous voyez, donc à un moment donné,
faut un petit peu retenir les leçons d'humilité à ces sujets-là et il faut voilà, tout simplement regarder et suivre l'actualité et surtout suivre les graphiques. C'est peut-être le plus important. Vous avez un autre graphique qui montre la même chose, qui est celui-ci. Donc voilà, et puis on est toujours, bien sûr, hein, les indicateurs éco-macro qui sont toujours dans le rouge avec, bien sûr, hein, le taux de chômage qu'il va falloir surveiller, qui est ressorti encore assez élevé quand même hein, aux États-Unis. Euh, voilà, là aussi, le travail temporaire aussi est en train de donner des signaux assez négatifs. Lorsqu'on regarde le LEI, qui est un indicateur, si vous voulez, qui regroupe tout un tas de marqueurs macro, lui, il s'est retourné, il est ici en orange, il s'est retourné à la baisse. Donc voilà, on sait qu'il y a des risques de crédit qui ont augmenté également. Et puis, il y a un nouvel indicateur. Il y a un nouvel indicateur qui est apparu, qui est un indicateur assez étonnant qui montre que lorsqu'on a des augmentations du pétrole de plus de 50%, eh bien, on a des récessions très souvent qui arrivent. Alors là, ce graphique-là date de 2022, hein, mais croyez-moi sur parole, on est dans une situation similaire par rapport au pétrole. Voilà. Donc, et on voit que, vous voyez, les zones en grise sont des zones où derrière on a eu des récessions. Donc pour moi, euh, la question est de savoir, en fait, véritablement, si cette guerre va durer. Et si cette guerre dure un petit peu, je pense que l'impact sera réel. On voit déjà hein, qu'il y a certaines entreprises qui ont annoncé que ben, le résultat allait être impacté, qu'il n'y avait pas il y avait pas de vision, si vous voulez, claire sur la suite, etc. Et ça, à un moment donné, ça peut quand même avoir de graves difficultés. Donc moi, globalement, hein, ce que je pense, c'est que si cette guerre dure, notamment sur le mois d'avril, je pense que le marché sera en très grande difficulté à terme. Voilà. Maintenant, mon avis, maintenant, ça c'est un petit peu court moyen terme si vous voulez, mais moi je pense toujours que potentiellement on est dans une situation similaire aux années 40, aux années 70, aux années 2008-2010, c'est-à-dire un marché qui est en train petit à petit de rentrer dans une période de range dans lequel on peut aller chercher de temps à autre des nouveaux plus hauts ou des nouveaux plus bas sur des prises de liquidité de range, voilà, mais globalement, à mon sens, on est plus sur la construction, si vous voulez, d'une période de zigzag qui, à la fois, on la vit à court terme, mais je pense que dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, quand on prendra du recul sur ce même graphique, qu'on aura de la construction à la page, à la place de cet endroit qui est vierge, je pense qu'on aura quelque chose qui pourra ressembler à ça ou à ça, avec plus ou moins de volatilité, bien évidemment, ça c'est pas possible de le savoir, mais je pense qu'on sera plus sur quelque chose comme ça plutôt que sur une accélération comme celle-ci. Voilà. Maintenant, si les marchés en décident autrement, tant mieux, mais je pense qu'on sera plus comme ça, ce qui ne veut pas dire du tout, encore une fois, qu'il y aura rien à faire, bien au contraire. Il y aura beaucoup de choses à faire. La preuve, on a beaucoup de choses à faire en ce moment. Il y a toujours des secteurs qui surperforment. On le voit aujourd'hui, hein, tout baisse, mais vous avez quand même des secteurs, bon, les softwares notamment, qui ont bien résisté, mais vous avez aussi, bien sûr, le secteur de l'énergie. Il y a quelques fin d'année dernière ou en tout début de cette année, je sais plus, je vous ai fait aussi une vidéo spécifique sur un ETF matière première et il a gagné plus de 30% depuis le début de l'année. Et voilà, donc vous voyez, il suffit juste en fait de zoomer, de prendre un petit peu plus de temps, de regarder les secteurs forts, de regarder ce que nous dit le marché, ce que disent les graphiques, et d'essayer d'aller chercher du momentum. Voilà, je pense que c'est la clé véritablement de cette année 2026 pour performer, et peut-être même pour les années à venir, hein. C'est-à-dire vraiment, plus que jamais, aller là où le marché va. Pas essayer d'anticiper, à part si vous êtes très long terme, là, je ne parle pas de la construction de long terme, hein, construction de long terme, vous avez des valorisations qui arrivent sur des niveaux, etc. Vous payez, bon, ça c'est autre chose, vous construisez un portefeuille avec money management, etc. Très bien. Mais par contre, pour le reste, pour le swing trading et le moyen terme, je pense vraiment plus que jamais qu'il faut vraiment aller vers les flux, vers les endroits où vont le marché, vers le narratif positif, parce que c'est là où on va avoir de la performance. Voilà.
Donc là aussi, donc pour zoomer encore un petit peu plus sur l'année 2026, hein, je pense qu'on est vraiment sur quelque chose comme ça, qui va durer encore pas mal de zigzags. En tout cas, là, pour moi, voilà, même si on peut avoir ce petit rebond, et je pense qu'on peut l'avoir voilà, jusqu'au mois d'avril, etc., mois de mai, pourquoi pas. Je pense que derrière, ça sera compliqué et on aura une année globalement 2026 qui sera complexe. Après, l'année prochaine, on verra si on a une année positive. On n'en est pas là encore, et c'est dans un an. Mais pour le moment, je pense qu'on est plus là-dedans. Voilà. Putain, graphe évidemment montre ça, et là aussi le scénario qu'on a, ce graphique, je vous le montre, ça fait 6 mois hein, que je vous le montre, donc pour moi on est clairement là-dedans, donc on est pourquoi pas sur là hein, c'est-à-dire sur quelque part encore pas mal de volatilité, je pense que derrière cette volatilité on va la casser à la baisse, et derrière on aura une volatilité qui va augmenter pour les 2 tiers de l'année. Bien sûr, vous avez accès, pour celles et ceux qui veulent pas avoir de la volatilité sur leur portefeuille, mais avoir quand même de la performance, vous avez accès bien sûr au suivi du portefeuille Forteresse et à l'accès du portefeuille Forteresse. Je rappelle que c'est un portefeuille qui a performé depuis novembre 2024, soit depuis 15 ou 16 mois, de près de 17%. Donc 100% réplicable bien sûr chez Trade Republic. Vous avez bien sûr accès une fois par mois à la lettre mensuelle institutionnelle, plus des articles. J'ai publié cette semaine pas mal d'articles, un sur les cryptos, un également sur les 5 actions préférées de... c'est Morgan Stanley, je crois, qui a publié 5 actions IA, qui sont très intéressantes d'ailleurs. Je vous invite à revoir bien sûr je vous ai donné les configurations, même les zones de prix. Bref, donc voilà, tout ça bien sûr, c'est 100% gratuit. On passe, si vous le voulez bien, à l'analyse bien et des marchés, avec notamment le CAC 40. Alors, le CAC 40, ben on en est là. On en est là dans ce biseau ascendant mensuel qui n'a pas véritablement bougé. Alors, évidemment, les pessimistes diront que c'est un biseau ascendant et que un biseau ascendant, les probabilités de casser par le bas sont supérieures. Et ils n'auront pas tort hein, en termes de statistiques. Maintenant, moi, à titre personnel, vous voyez, je m'attends plus, là aussi, sur le CAC, comme sur beaucoup d'indices, à quelque chose qui va ressembler à ça. C'est-à-dire, vous l'avez bien compris, une espèce de range, un petit peu comme on avait eu, tiens, voilà, ouais, vous voyez, je m'attends vraiment à quelque chose comme ça. Voilà. Un petit peu quelque chose comme ça, un petit peu quelque chose qui va bourlinguer, entre guillemets, entre des petites hausses, un nouveau plus haut, on corrige, un nouveau plus haut, on corrige, etc. Donc moi, si vous voulez, si je devais me mouiller à moyen long terme, voilà, je m'attends plutôt à quelque chose qui pourrait ressembler un petit peu à ça. Voilà. Donc pour moi, il va falloir. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout jeter, encore une fois. Hein, au contraire, ça va être intéressant parce que c'est là où notamment les stock pickers qui ont été tant décriés ces dernières années et les fonds actifs qui ont été tant décriés ces dernières années vont pour moi faire la différence. D'ailleurs, vous regardez la performance des gérants de fonds depuis 1 an et demi, 2 ans, la plupart, pas tous, mais la plupart ont fait de très très belles performances parce que justement ils ont eu cette gestion active. Donc voilà. Bon, ça c'est l'unité de temps mensuelle. Donc pour autant, je n'oublie pas, même si la clôture mensuelle n'est pas encore arrivée, il reste encore une bonne semaine, je n'omets pas le fait qu'il est possible qu'on ait une clôture sous la moyenne mobile à 10 mois. Et hormis effectivement la bougie du mois d'avril, qui est une bougie particulière, puisque vous souvenez-vous de la volatilité qu'il y avait eu avec les droits de douane de Trump, la dernière fois qu'on a clôturé sous la moyenne mobile à 10 mois, c'était ici. C'était en juin 2024, il y a 2 ans quand même. Hein. Et derrière, on avait eu quand même une période, pas de forte chute, mais une période, on va dire, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois, qui avait été quand même compliquée, avec une baisse supplémentaire des marchés jusqu'à une dizaine de pourcents. Donc, effectivement, si on venait à avoir un scénario similaire, on pourrait aussi, finalement, en cas de clôture sous la M10, on pourrait avoir peut-être quelques semaines, quelques mois de difficultés comme on l'avait eu ici. Bon, voilà. Ça, c'est des projections. Chacun prend ce qu'il veut ou ne prend pas d'ailleurs. Euh, donc, encore une fois, beaucoup d'humilité là-dessus, beaucoup d'humilité dans ce contexte très difficile à anticiper.
C'est également la même chose pour l'hebdo. Alors l'hebdo est intéressant hein, parce que l'hebdo, bon, on a toujours bien sûr ce biseau ascendant puisque ce n'est qu'un zoom supplémentaire par rapport au mensuel. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que depuis 2013, vous avez une zone de support et de résistance d'ailleurs qui est la moyenne mobile à 200 semaines. J'en parle pas beaucoup de cette moyenne mobile à 200 semaines, mais lorsqu'on regarde le CAC 40, c'est vrai qu'on regardez, elle a fait résistance ici, cassé, support, 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 légèrement enfoncé à chaque fois, bien sûr, mais chaque fois on repart. Là aussi, bon, quasiment support, support. Là, on a fait une incursion, pouf, tout de suite racheté. Donc, il est vrai que je ne serais pas surpris du tout. C'est même aussi, pour moi, un scénario très probable, c'est que je pense qu'on va quand même aller titiller cette zone-là. Voilà. Je pense que maintenant qu'on a un petit peu tout cassé, donc on est là pour le coup, vous voyez, à moyen terme, on a basculé baissier. Hein. Regardez la moyenne mobile qui s'est retournée. Donc le flux de moyen terme, il est baissier sur le CAC 40. Et également le flux à court terme, malgré la tentative. C'est une belle tentative. Hein. Lundi, on a vu jusqu'à midi, qu'est-ce que je dis lundi? Mercredi, pardon, jusqu'à midi, on a vu la tentative de cassure de cette moyenne mobile. D'ailleurs, j'en ai fait un tweet en disant, tiens, c'est intéressant, il se passe quelque chose. On tente de recasser la moyenne mobile, plus la moyenne mobile 200, une belle séance. Et puis derrière, on finit la séance sur une bougie rouge, on clôture en dessous de tout ça, et le lendemain, gap baissier. Voilà. Et donc, on est dans cette situation-là. Donc, il est vrai que cette zone-là, là, avec de la double ellipse, hein, nous tend quand même bien les bras. C'est la zone des 7006. Donc attention, attention, surtout attention de ne pas casser ça. C'est vraiment un petit peu pour moi le dernier. Alors il y en a d'autres, hein, évidemment, et certains qui mettront ce support-là, etc. Mais globalement, pour moi, les 7750, c'est un peu le dernier barrage avant une nouvelle attaque baissière sévère. C'est-à-dire il faut espérer que ça ne lâche pas. Sinon, si ça lâche, je pense que derrière, on aura un retour vers les 7005. Voilà, après, on verra selon la vitesse. Mais... voilà. Donc, à la fois, c'est là où c'est pour ça que je suis autant partagé. Et, vous me connaissez, c'est pas mon genre. En général, j'aime bien avoir un biais bien plus important qu'un autre. Et là, pour le coup, franchement, je sais pas. Je sais pas, parce que je vois beaucoup d'hésitation dans ce graphique. Et même si la saisonnalité est présente, etc., je ne peux que constater, comme vous, la dégradation des graphiques. Et quand je dis la dégradation des graphiques, à la fois des actions, mais également des unités de temps des actions. C'est-à-dire l'unité de temps court terme, qu'on avait déjà vu à partir du lundi de mars, mais également le moyen terme avec l'hebdo, mais également le long terme avec le mensuel. Voilà. Et donc tout ça fait que j'ai quand même du mal à être à 100% positif, malgré, vous me connaissez, que j'ai tendance plutôt à être quelqu'un de positif, en tout cas sur les marchés. Voilà, donc globalement, voilà un petit peu ma vision des choses. Ah, j'allais oublier le CAC Small, on va le regarder tout de suite. Hein. Bon, le CAC Small qui a tenu malgré tout, mais lui aussi, voilà, on n'oublie pas toujours, hein, on va rezoomer après en unité de temps journalière, mais on n'oublie pas toujours qu'on est toujours dans cette situation délicate. Délicate avec, là aussi, bah, une moyenne mobile qui est en train de monter, à 10 mois. Et là aussi, à chaque fois qu'on a eu cette moyenne mobile qui a touché les cours, ici, ici et ici, derrière, on a eu la chute. On a eu une chute quand même très impressionnante. Ici, lorsque la moyenne mobile est venue toucher sur le haut, on a eu une baisse quand même de 61%. Ici, lorsque la moyenne mobile est venue toucher la bougie, on a eu derrière une baisse de 48%. Ici, lorsque la moyenne mobile est venue toucher, on a eu une baisse jusqu'à 32%. Et ici, on n'a pas encore touché. Mais si on touche, attention de ne pas avoir une baisse aussi importante. Donc, vous voyez, il y a vraiment je vous montre tout, quoi. On peut pas dire que pour le coup, je vous mens ou je dis les choses en fonction de ce que moi je préfère, etc. Je vous montre les deux côtés, franchement, et les deux avis, quoi. Voilà. Sincèrement, beaucoup d'humilité parce que quelqu'un qui a un biais positif, il a autant d'arguments que quelqu'un qui a un biais négatif dans ce marché-là. Voilà. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, qu'on ait un biais positif ou négatif, la prudence est toujours utile. Donc, je pense que malgré tout, qu'il faut être prudent. Voilà globalement un petit peu tout ça. Je regarde maintenant à court terme. Alors court terme, ben voilà, on est toujours sur cette zone un petit peu voilà, de support sur les small. Bon, ce qui est plutôt encourageant, voilà, là aussi il y a quand même du positif, c'est que malgré tout on congestionne.
Mais il ne faut pas lâcher. Là, c'est pareil. Si le CAC Small commence à lâcher les 16 000, ben, on sera en danger. On sera en danger. Ce sera certainement un retour vers les 15 200. Et pour moi, on aura quand même cassé des dynamiques. On voit qu'il y a la moyenne mobile à 200 jours qui est ici, qui est toujours haussière. Mais il ne faudrait pas là aussi que petit à petit, elle se retourne. Et là, ce serait le synonyme évidemment d'un marché peut-être qui serait en train de se retourner complètement à la baisse. Donc voilà, beaucoup d'humilité. Encore une fois, beaucoup d'humilité dans ce marché-là. Je me répète, hein, beaucoup, je sais, mais c'est pas grave. Beaucoup d'humilité dans ce marché-là parce que c'est difficile. C'est un marché qui est vraiment en train de digérer. Et donc, un marché qui est en train de digérer, il faut le laisser tout simplement digérer avant de prendre des décisions importantes. Allez, on passe aux actions, si vous le voulez bien, avec Total Energy. Total Energy, d'ailleurs, c'est avec un S que j'avais pas mis, je m'en excuse. Alors, Total Energy, alors, il y a beaucoup de questions. Bien sûr, beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'actionnaires de Total Energy, donc beaucoup de questions cette semaine. Donc je vais faire une réponse globale. Donc d'abord, bravo à ceux qui sont actionnaires. Hein, déjà, c'est un problème de riche que de gérer une plus-value. Déjà, premièrement, si vous êtes actionnaire de Total Energy, est-ce que vous avez une raison de tout vendre maintenant? Pour moi, techniquement, je vais même zoomer à une unité de temps journalière. Techniquement, la réponse, c'est non. Alors, nous, le scénario de hausse, bon, on l'avait. Souvenez-vous, puisqu'on avait dit que eh bien, cette congestion-là, on espérait retrouver des nouveaux plus hauts. Donc, voilà, on peut même aller gratter un petit peu si on est un petit peu gourmand. Voilà, c'est plutôt là. Donc, effectivement, on est sur des zones, effectivement, où bon, il peut y avoir des prises de bénéfices. Maintenant, si vous êtes actionnaire de Total Energy, est-ce que vous avez une raison de vendre? Une raison claire, technique, hormis le fait de dire c'est beaucoup trop monté, etc. Bon, la réponse est non. La réponse, non. Vous êtes au-dessus de la moyenne mobile à 10 semaines, qui monte, donc bon, il n'y a pas de raison. Si vous n'êtes pas actionnaire de Total Energy, que vous dites, tiens, est-ce que c'est une opportunité d'achat? Est-ce que c'est une opportunité d'achat? Pour moi, non. Pour moi, plus sur ce niveau-là, on est sur des niveaux de valorisation. Alors oui, bien sûr, Total Energy peut monter encore. C'est la raison pour laquelle je vais revenir sur les pistes à explorer pour ceux qui en ont encore et ceux qui veulent garder ou éventuellement se poser des questions pour vendre. Mais si vous n'en avez pas, pour moi, non. Pour moi, c'est plus une opportunité, sauf en unité de temps vraiment court terme et éventuellement des tentatives de momentum avec des réductions de volatilité, comme vous avez pu avoir par exemple ici. Voilà, là on avait typiquement quelque chose d'intéressant à exploiter avec une cassure, vous voyez. Mais globalement, pour moi, non. Globalement, ça, c'est pas une opportunité. Alors, maintenant, si vous en avez, que vous avez avec une plus-value de 10, de 20, de 30, de 40, de 50% pour certains, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut garder en se disant, bon, voilà, c'est bien, je suis content, je garde à vie dans mon portefeuille, ou est-ce qu'il faut vendre? Bon, pour ceux qui veulent garder à vie, bon, ben, vous avez le droit, hein, vous avez le droit de garder votre position à vie. Ceux qui veulent vendre, mais qui ont peur de tout vendre parce qu'ils disent que ça peut monter, etc., moi, je privilégie toujours la... Alors déjà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ça, c'est important de bien le dire. La bonne réponse sur la vente n'existe pas. Elle n'existe pas tout simplement parce qu'on ne sait pas où est le point haut. Donc c'est facile, une fois qu'il y a eu un repli, de dire « Ah, il fallait vendre, etc. » Ça, c'est la météo de la veille. Je sais que beaucoup sur les réseaux sociaux aiment le faire, ils sont très bons pour ça. Mais en l'occurrence, ça ne sert pas à grand-chose pour avancer. Ce qui sert à avancer, c'est de trouver pour moi des compromis. Des compromis, non pas des compromis uniquement pour la performance, mais aussi par rapport à votre psychologie. Et donc, selon la taille de position que vous avez, moi je suis toujours pour des sorties partielles, c'est-à-dire des allègements au fur et à mesure qu'une tendance se dégrade. Je vous donne un exemple, une piste. De toute façon, je vais vous proposer en gros trois solutions. Et puis, en fonction de ce que je vais dire, je pense qu'il y en a au moins une des trois qui va vous parler. Bon, première solution, c'est la plus simple, hein, la plus nette, c'est de tout vendre. Vous dites, bon, moi j'ai pris mes plus-values, allez, admettons si vous avez acheté à 50, 52 ou 53, ben, je suis à plus 40, moi ça me va, plus 40 ça fait 4 ans de performance et même au-delà, donc je vends, je prends mes plus-values, très bien, ok, ça première solution. Il y en a à qui ça correspond, très bien. Deuxième solution, c'est de dire, ben, moi j'ai acheté, alors mettons qu'on ait un prix par là, hein, mettons qu'on ait un prix d'achat par là, encore une fois. Deuxième solution, c'est de dire, bah, moi, je mets un stop voilà, au-dessus de mon prix d'achat et je vends 50% ici. Voilà. Donc j'acte la moitié de mes plus-values et le reste, je garde une position long terme, protégée avec un stop loss.
J'aime bien les dividendes, même si c'est un détachement, de ça je ne veux pas revenir sur le sujet, sinon la vidéo va faire 2 heures, mais j'aime bien les dividendes, donc j'aurai mon dividende, etc. Et puis peu importe, si ça continue de monter, je suis dedans, j'ai une bonne solution aussi, encore une fois, si ça vous correspond. Et puis il y a une troisième solution, qui est pas mal aussi, c'est de couper la poire en trois. C'est-à-dire de partir du principe que vous mettez 3 stop-loss suiveurs. Un stop-loss suiveur sur la moyenne mobile, ici, à 10 jours, que vous montez au fur et à mesure pour un tiers de la position. Un stop-loss, par exemple, sur la moyenne mobile à 10 semaines, que vous montez au fur et à mesure. Donc, semaine après semaine, hein, vendredi soir après vendredi soir. Et éventuellement même un dernier que vous montez sur la moyenne mobile à 10 mois. Donc à 58 aujourd'hui, je crois que le prix on part de 53 là où c'était tout à l'heure, ou 52, je sais plus. Voilà. Et vous accompagnez. Voilà. Donc si vous avez effectivement Total qui se retourne, par exemple, dans les prochains jours, un petit peu, qui consolide avant de repartir, ben ici, vous avez pris un tiers de votre cash pour le réallouer, et il vous reste 2 tiers. Si elle va un petit peu plus loin dans le retracement, ben vous avez sorti un petit peu là, et il vous reste un tiers pour rejouer la tendance haussière. Et si vraiment elle a tapé les 3 stops, ben vous avez pris un petit peu de plus-value ici, un petit peu de plus-value là, et un petit peu de plus-value là. Voilà. Donc, évidemment, c'est pas parfait. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais c'est une situation, je pense, selon la taille de position que vous avez, qui peut être, on va dire, en termes de stratégie, qui peut être je trouve, intéressante à exploiter. Voilà, globalement, moi, ce que je pense sur Total Energy et la manière dont vous pouvez gérer éventuellement une position gagnante. Ok? Voilà pour Total Energy. Ensuite, on passe à une action que, effectivement, on aime tous beaucoup, qui est l'action, hop là, Schneider Electric. Voilà. Qui s'est bien replié. Alors, ça fait un moment hein, qu'on l'attend par là, donc sur le bas de canal. Pour le moment, elle tient quand même. Hein. Elle tient très très bien hein, d'ailleurs. Elle tient très très bien. Elle s'appuie d'ailleurs sur la moyenne mobile à 10 mois ici. Bon, voilà, même s'il y a une baisse quand même assez marquée, hein, puisqu'elle a quand même baissé jusqu'à 15%, j'aimerais une baisse supplémentaire à proximité du bas de canal, hein, concernant Schneider. Donc je ne change pas mon analyse, voilà, ça peut faire ça, ça peut faire ça. Mais globalement, en tout cas, moi, l'idée, c'est aller chercher le bas de canal pour éventuellement une opportunité. Voilà pour Schneider. Donc Bolloré, il y a eu des annonces hein, cette semaine, des annonces qui pour moi sont loin d'être des annonces exceptionnelles. J'ai pas d'ailleurs compris véritablement la hausse énorme qu'il y a eu, hein, puisqu'elle a pris 15%, je crois. Donc il y a eu l'annonce de dividendes, etc. Mais on voit que bah, ça reste un dividende. Hein, donc derrière, ben, malheureusement, beaucoup se sont fait piéger. Donc attention, effectivement, de ne pas croire que, encore une fois, un dividende, ça veut dire qu'on vous donne en plus de la valeur de l'action. C'est un détachement. Hein. Donc je ne cesse de le répéter, mais je le répète encore une fois. Pour moi, Bolloré, ça reste une action très intéressante pour du long terme, mais pour moi, ce sera intéressant sur repli, notamment dans la zone des 4 euros, et un petit peu plus bas, ça fait longtemps hein, qu'on en parle de ces zones-là. Donc elle a déjà perdu plus de 30%. Ça aussi, ça fait partie des valeurs sur lesquelles, bon, parfois, je me suis heurté à certains commentaires moqueurs lorsqu'elle était aux alentours des 6 euros, où il disait, ben, moi, ça m'intéressera aux alentours des 4. Et évidemment, comme Hermès, etc., il y avait beaucoup de moqueries. C'est pas grave. Moi, voilà, je dis ce que je pense et je dis ce que je pense pour protéger, en tout cas, ceux qui sont intéressés sans se moquer. Et puis, on voit que quelques mois plus tard, effectivement, ben, les 4 euros, ils sont plus très loin. D'accord? Donc là aussi, beaucoup d'humilité face à un marché. Tout est possible. La semaine dernière, on m'a dit Air Liquide, c'est pas possible qu'elle baisse. Tout est possible. Du moment où vous êtes sur un marché financier, oubliez-le, c'est pas possible. Ou alors, si la question de la semaine dernière qui m'a été mise dans les commentaires, c'est qu'est-ce qui justifierait que le prix aille à tel prix? Mais la bourse, elle n'a pas besoin de justifier quoi que ce soit, si vous voulez. Il faut arrêter de croire que la bourse, elle dit on baisse de 20% parce que non, quand il y a un crack, quand les marchés financiers décident de tout jeter à la poubelle, vous pouvez regarder les fondamentaux, tout ce que vous voulez, le marché, il s'en fiche, il a rien à justifier, personne ne justifie rien du tout. Donc là aussi, beaucoup d'humilité et beaucoup de recul par rapport à ça. L'histoire nous a montré que les excès baissiers avaient lieu très régulièrement, qu'ils étaient d'ailleurs source d'opportunités. Donc voilà, là aussi, il faut faire preuve de beaucoup d'humilité par rapport à tout ça. Donc Bolloré, voilà, éventuellement 4 euros, et après le support oblique,
on verra. Donc beaucoup d'humilité aussi par rapport à Hermès. Hermès, vous le savez, ici même sur cette chaîne, on s'est fait beaucoup taper dessus parce que ben voilà, lorsque je parlais des 1006, tout le monde a rigolé, tout le monde se moquait, mais c'est pas possible, mais c'est Hermès, mais c'est normal que ce soit cher, etc. Et puis tout à coup, voilà, la mer se retire. La mer se retire, et comme disait un célèbre investisseur, c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui n'ont pas de maillot de bain. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et là, on le voit. Voilà, quand vous payez des PER, alors c'est rigolo, hein, sur les réseaux sociaux, on dit oh, le PER, ça veut plus rien dire. Oui, ça veut plus rien dire quand les marchés vont bien. Quand les marchés, tout à coup, commencent à être normalisés, on commence à se réintéresser au PER. Donc, quand vous payez des PER de 30, de 40, de 50, comme c'était le cas sur Hermès, ben, tout à coup, vous avez des surprises et tout à coup, Hermès, elle perd 42%. Vous imaginez ceux qui ont payé Hermès. D'ailleurs, on voyait un nombre incalculable hein, d'articles de Fred sur X, etc. Hermès, c'est la plus belle action du monde, etc. Et ici, sur cette chaîne, pour le coup, s'il y a bien quelque chose qu'on a eu de cesse de répéter, c'est ne payez pas Hermès sur ces niveaux de valorisation-là. Et là, je le vois sur les réseaux, notamment hier, on en a beaucoup parlé, on a beaucoup échangé avec pas mal de gens qui ont payé tout là-haut et qui se disent qu'est-ce que je dois faire maintenant? Est-ce qu'il faut que je renforce? Est-ce que, voilà, avec des tailles de position démesurées, avec des tailles de position parfois qui représentent 30-40% du portefeuille. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible, on peut pas faire ça. Donc arrêtez de suivre des créateurs de contenu qui vous envoient sur des dossiers survalorisés en vous disant ça ne fait que monter, ça baissera jamais. Parce que le jour où vous vous retrouvez dans une situation comme ça, que vous avez surpondéré votre portefeuille avec des valeurs survalorisées, ben là vous êtes en panique. Voilà. Donc oui, j'ai toujours ma première zone qui est là, les 1006, mais j'ai surtout la deuxième. Faut vous le cacher, hein, c'est toujours la même, la deuxième qui sera là. Donc voilà, on verra, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on avait annoncé qu'on pouvait avoir une baisse de près de 50% sur Hermès, et on l'a bel et bien eu. Donc voilà, là aussi, pour les prochaines fois, j'espère que l'ensemble des spectateurs aura conscience que les marchés ne sont malheureusement pas prédictibles et qu'il faut avoir, dans la mesure du possible, beaucoup d'humilité, beaucoup de modestie quand les marchés sont hauts, parce que le marché, en général, ce qu'il vous donne par excès, il vous le reprend également par excès. Donc voilà pour Hermès. Donc beaucoup de prudence, c'est un titre qui s'est beaucoup dégradé et on voit que voilà, quand on voit une bougie comme ça mensuelle, c'est pas anodin quand même, hein. C'est vraiment pas anodin. Et ça va pas dans le sens d'une reprise du CAC. Airbus, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Vous le savez, moi je suis très à l'aise comme avec Safran parce que c'est un titre que j'adore, Airbus. Mais ça fait des mois que je vous dis attention, c'est très haut, attention, on commence à être très cher, etc. Et derrière, vous avez des corrections de 30%, 25%. Et c'est peut-être pas fini. Voilà, c'est peut-être pas fini. On visait donc le support oblique. Bon, là, on est allé plus vite que ce que je pensais. Vous voyez, je pensais qu'il y aurait au moins une rebondir. Il n'y a même pas eu de rebond. Vous voyez. Et on revient, voilà, on va revenir petit à petit sur des premiers niveaux. Mais attention, il y en a trois. Il y a trois niveaux. Il y a le support oblique, vraiment, si vous êtes agressif. Et il y a surtout les supports horizontaux. D'accord? Donc voilà, là aussi, beaucoup d'humilité quant aux prises de position et gardez bien du cash, pardon. Société Générale, euh, même chose. Donc là, bon, Société Générale, je suis moins, voilà, il y avait moins d'excès, il y avait un excès un petit peu court terme, certes, mais il y a moins d'excès. Donc voilà, un repli sur cette zone va être intéressant. Moi, je pense qu'on peut avoir un repli supplémentaire. Si on a un repli supplémentaire, là aussi, ça peut militer. On peut voir éventuellement si on peut faire euh, une reprise derrière. Donc la zone des 50 à suivre de près. Safran, c'est du pareil au même, que l'analyse pour moi est la même que Airbus. Hein. Safran, vous le savez, c'est une de mes actions préférées. Une action préférée, je suis attaché par rapport à ma maman aussi, que c'est une action préférée. Donc depuis longtemps, donc du coup, voilà, il y a une aspect sentimental que j'ai, même si j'essaye de ne pas vous le communiquer. Mais si vous voulez, là, c'est la même chose. Voilà, commencer à être sur des niveaux. Si on efface tout, on reprend un petit peu l'analyse générale, n'oublions pas que voilà, vous avez, si vous voulez, des supports obliques, même si c'est des supports obliques comme ça, très pentus, que j'aime pas trop, on était très loin de ce support oblique. Donc minimum revenir pour moi sur ce premier support oblique, et il faudra quand même être méfiant parce qu'on peut en avoir un autre. Je pense qu'on peut très bien avoir une phase de digestion qui sera très longue sur ça. Donc là, attention, au niveau des opportunités, ça peut prendre du temps.
Soitec, pareil, Soitec, j'en ai beaucoup parlé, je crois qu'avoir été un des premiers à parler de Soitec dans la congestion, dans la première congestion belle ici, on avait proposé un achat d'ailleurs au-dessus des 37. Derrière, elle a énormément progressé. Et comme de par hasard, sur BFM, vous avez un gérant de fonds ici, quand même, ici, qui dit c'est un super dossier, on rentre. Et comme de par hasard, dans les 3 ou 4 jours qui suivent, vous avez une baisse de 18% du titre en ligne droite. Alors, qui ne remet pas en cause la tendance haussière, attention, c'est pas ce que j'ai dit. Mais voilà, attention, quand vous commencez à avoir, regardez ce que je vous dis tout le temps, on vous dit, regardez les volumes, quand il y a des gros volumes, pour y aller. Et moi, ce que je vous dis, c'est attention, quand vous voyez des gros volumes, il faut être beaucoup plus vigilant. Voilà, moi, je préfère vous porter de l'attention lorsqu'il y a très peu de volume, comme ici. Vous voyez? Là, c'est des bons points d'entrée. Donc, ça ne veut pas dire que c'est mort, ça veut dire qu'il faut laisser digérer dans la construction d'une figure potentielle de moyen terme. Ça, là, cette volatilité-là, il faut qu'elle se réduise. Et ensuite, on aura peut-être une nouvelle opportunité d'achat. Donc là aussi, patience. En revanche, on casse par le bas. Si tout de suite on recommence à casser les 52, 53 par le bas, ben là, peut-être qu'on pourra dire que ça aura été un rebond certes magnifique, certes volatile, certes prolongé, mais derrière la correction, elle est également très présente. Ok? Donc voilà un petit peu pour Soitec, Forvia en difficulté également, Forvia, Valeo qu'on a vu la semaine dernière en difficulté, c'est vraiment pas beau. C'est vraiment pas beau, donc je vous montre que le court terme, là on a cassé la moyenne mobile à 200 jours, on a cassé le support là, on a fait un pullback, on repart à la baisse, waouh, pas terrible, 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 donc attention sur Forvia, malheureusement, équipementier auto, pour le moment, souffre toujours. Après, c'est des secteurs qu'il faudra surveiller, parce que quand il y aura le rebond, évidemment que la volatilité sera au prorata de la chute. Donc, quand vous avez une baisse d'au moins, puisque c'est peut-être pas fini, d'au moins 39-40%, ben, si vous avez un rebond, ne serait-ce que, par exemple, de la moitié, ben, derrière, vous avez un potentiel de gain sur le rebond de 30% aussi. Donc, c'est absolument considérable. Faut bien le comprendre. Ok, ensuite vous avez du Publicis. Alors Publicis, ça m'intéresse, c'est bien valorisé quand même. Publicis, n'oublions pas, malgré la chute, c'est encore bien valorisé. Mais c'est un dossier qui peut m'intéresser. Je l'attends toujours au même endroit. Je vais vous mettre en mensuel, ce sera plus sympa. Voilà, je l'attends toujours dans cette zone-là. Voilà. Ou alors, si ça congestionne bien, à la cassure. Mais globalement, la vraie belle zone qui m'intéresse, moi, elle est là, dans les 60, quoi. Retenez entre les 56 et les 66. C'est une belle zone d'accumulation. Voilà, j'aimerais bien un petit excès baissier, c'est-à-dire voilà, on va chercher un peu de liquidité et derrière on se retourne. Voilà ce qui pourrait éventuellement m'intéresser. Si la baisse se poursuit, après on verra les niveaux suivants, mais déjà ça, ce sera un bon niveau. Saint-Sorion, c'était des titres à suivre il y a à peu près un mois depuis bien progressé. Là aussi, il faut comprendre qu'il y a un aspect spéculatif. Donc, quand vous avez la poussée qu'on avait décrite, le petit pullback, la correction, derrière, poum, à un moment donné, il faut prendre des bénéfices aussi. Vous arrivez sur des zones, on le voit, de prise de bénéfices, où il y a beaucoup d'échanges, vous voyez par là. Donc, on prend des bénéfices. Pour le moment, si vous n'en avez pas, il n'y a rien à faire, il faut laisser mûrir. Ça va prendre du temps. Donc, soit effectivement, bah, c'est mort, on a fait le rebond et on repart sur une tendance baissière de long terme, soit il y a un véritable retournement du titre, tout est possible. Et là, vous allez avoir une belle réduction de volatilité avant un nouveau push. Donc là aussi, encore une fois, c'est de l'observation. Sanofi qui a fait office de valeur défensive quand même ces derniers temps. On n'a pas touché toutefois la zone qui m'intéresse. Je suis encore un petit peu gourmand, vous le savez, sur Sanofi. J'aimerais bien aller chercher encore une fois toute cette zone-là. On n'est plus très loin, vous me direz, on a fait un petit... Mais voilà, donc les plus impatients commenceront déjà à accumuler sur le haut de l'ellipse, vers les 75, mais les plus gourmands comme moi pourront plutôt accumuler vers les 67, 68, vous voyez, euros. Donc voilà, avec une poche de cash au cas où il y ait une baisse forte et marché, que Sanofi soit entraîné là-dedans. Steve qui poursuit sa construction, c'est plutôt encourageant. On en avait parlé dès le mois de novembre de l'année dernière. Elle a vraiment suivi le scénario qu'on avait, c'est-à-dire le biseau descendant, la congestion, la cassure, une nouvelle congestion. Et là, on est vraiment là-dedans. Donc, je suis un petit peu le scénario, assure de près, Steve, si on a une cassure de ce biseau descendant pour une nouvelle reprise. A contrario, s'il y a une chute, pourquoi pas, le support oblique, donc dans la zone des
là, on va dire, hein, dans la zone des 50, serait peut-être une opportunité d'achat sur repli. Donc deux salles, deux ambiances en fonction si vous préférez accumuler le dossier ou à contrario si vous préférez le trader en momentum. Accord, ben, petit à petit là aussi l'oiseau fait son nid et on pourrait arriver, pourquoi pas, dans une première zone intéressante. Vous le savez, qui serait la zone des 35-36, la première zone, et on gardera au cas où un peu de cash sur la zone basse. Donc pas de nouveauté, si ce n'est qu'on se rapproche hein, petit à petit. Donc ça commence à devenir intéressant, tout comme Interparfum, qui a bien aussi suivi le scénario qu'on avait proposé depuis plusieurs mois déjà. C'est un scénario rebond, puis derrière nouvelle attaque baissière, avant de retrouver la zone qui se situe, première zone, entre les 17 et les 21 euros, quelque chose comme ça, une belle zone d'accumulation. C'est un très beau dossier Interparfum, mais voilà, là aussi, quand vous payez des PER de 30, de 40, ben, à un moment donné, il faut comprendre que le marché a besoin de vous les reprendre. Voilà, tout simplement. Là aussi, le timing de vente est important. Ferrari, pareil, même histoire. Ferrari, bon, je me suis fait pas mal incendier hein, sur Ferrari. Voilà, on disait ici, c'est vieux, hein. On disait c'est cher mais c'est quali, voilà. Et puis derrière, c'est cher mais c'est quali, mais bam, vous prenez moins 40 dans la gueule. Donc voilà. Et donc ben, on attend toujours la première zone qui est ici, moi tranquillement, c'est-à-dire sous les 280. On verra sous les 280 tranquillement et éventuellement même on gardera un peu sous les 200. Voilà. C'est ça la différence entre l'investisseur long terme qui est compétent et l'investisseur long terme qui est gagnant. L'investisseur long terme compétent, il repère les beaux dossiers. L'investisseur long terme performant, il les paye au bon moment. Voilà. Donc à vous de voir après quel investisseur vous souhaitez être. Est-ce que vous souhaitez simplement être un investisseur qui a du Ferrari en portefeuille en vous disant je m'en fous, j'ai que des bons titres, ou est-ce que vous êtes plutôt de ceux qui préfèrent avoir du Ferrari lorsqu'il arrive sur des niveaux de valorisation beaucoup plus cohérents, qui seront à la fois des bons dossiers, mais à la fois des dossiers qui vont vous amener de la performance sur des moyens long terme. Voilà, parce que bon, le fait de dire je prends des bons dossiers et je patiente, ça fait pas de vous un bon investisseur. Donc Ferrari, ensuite on a Air France. Bon, là par contre un dossier compliqué, évidemment, hein, vu la situation. Bien évidemment que c'est compliqué. On n'a pas lâché. Ah, je note quand même qu'on n'a pas encore lâché. On revient sur un niveau de support. Je vous le mets qu'en mensuel, ça suffit. Mais voilà, en mensuel, on est toujours sur le bas. Donc il faut tenir la zone des 9 euros. Sinon, par contre, attention, retour sur les 7 euros. Et là, gros danger pour Air France. ASM International, c'est la même chose. On est sur un niveau pour moi qui est beaucoup trop élevé. C'est un très beau dossier, mais pour moi, c'est plus le moment d'y aller. On peut monter, bien sûr, on peut monter, il n'y a pas de problème. Mais voilà, on peut aller chercher, pourquoi pas, les 800, etc. Mais pour moi, c'est pas une opportunité d'achat. Opportunité d'achat sur repli, éventuellement, à proximité, comme d'habitude, du bas de canal. Donc on verra si on l'a ou pas plus tard. Euronext, on avait proposé, alors elle a légèrement flirté avec le niveau, le premier niveau qu'on avait proposé, voilà, qui était le niveau des plus hauts ici. Donc le plus haut de 2020 était aux alentours des 110 et on a fait un plus bas à 109,9. Vous voyez, donc vraiment, on a joué ça, mais voilà, malgré tout, pour moi, c'était pas suffisant parce que déjà on était encore cher. Mais là, pour le coup, voilà, le marché a joué le robot. Très bien, j'ai pas grand chose à dire. Donc, si on y retourne éventuellement, zone d'accumulation aux alentours des 100, 104, 105, et sinon, sur la proximité du support oblique. Biomérieux, une action que j'aime beaucoup, également BIM qui est ici. Donc elle a tenté, elle avait fait un beau parcours hein, donc jusqu'à l'été dernier. Elle est revenue pour moi sur des niveaux. Bon, c'était bien valorisé quand même, hein, Biomérieux. Et là, ce qui est plutôt inquiétant, c'est qu'elle a lâché, elle a même pas rebondi, elle a fait un pullback. Donc pour moi, j'ai deux niveaux là maintenant d'attente parce que c'est encore bien valorisé quand même, hein, Biomérieux. Donc je suis plutôt pas agressif sur l'achat, pour le coup, du support oblique, mais plutôt sur les achats des supports horizontaux, notamment ici, la zone ici des voilà, 60, 77 globalement, vous avez compris, hein, 75, 80 et 53 jusqu'à 58 sont les deux zones qui peuvent éventuellement générer un minima du rebond, si ce n'est derrière une reprise de la tendance haussière, parce que ça reste un dossier en tendance haussière. Je vous rappelle que le critère hein, des bons dossiers de tendance haussière, c'est d'avoir une moyenne mobile ici à 200 mois qui monte. Et c'est bel et bien évidemment ici le cas pour BIM. Robertet, pour moi, bon, c'est un dossier
surestimé pour moi, pour la twittosphère. Pour moi, c'est un dossier qui est en train de, voilà, qui fait pas grand-chose, qui a fait une tentative de cassure, mais pour moi, c'est bien valorisé. Robert T, donc ça peut, bien évidemment, ça peut faire un nouveau plus haut, tout ça peut casser par le ça, mais pour moi, opportunité d'achat sur repli, les zones, elles sont indiquées depuis longtemps déjà. Alors celle-ci, il faudra la remonter hein, au fur et à mesure. D'ailleurs, elle pourrait éventuellement, avec le temps, finalement être les mêmes, c'est-à-dire aux alentours des 500 avant de repartir. Mais pour moi, c'est pas un niveau d'achat sur Robert T. On part en Allemagne avec RWE, secteur des utilities. Donc là, c'est intéressant. Hein. Là, on le voit, secteur très fort là aussi, toujours très fort d'ailleurs, les utilities, même si eux aussi, malgré tout, avec la baisse des marchés, ben, ils ont, ils ont quand même été un petit peu. Ils se sont repliés, quoi, voilà, grosso modo. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, voilà, on a eu la cassure. Je suis pas sur un niveau d'achat. Pour moi, le niveau d'achat idéal, évidemment, était à la cassure. C'est pas un titre que je suis, donc je ne l'ai pas vu. Donc par contre, éventuellement, si on a un repli et qu'on a une congestion, pourquoi pas tenter. Mais en tout cas, c'est intéressant. On a une moyenne mobile à 200 mois qui est en train de s'aplatir. Pourquoi pas même se retourner. Donc on pourrait avoir effectivement pour plus tard un début de cycle haussier là aussi. Donc à voir. Ça se regarde. Ça se regarde. Ensuite, SGO. Donc pareil, vous le savez, une de mes actions préférées. Là aussi, on a un repli qui se confirme au fur et à mesure et on arrive voilà, sur les niveaux. Ça fait longtemps, hein, là aussi, depuis septembre que je vous ai dessiné ça. Donc voilà, là aussi, on arrive petit à petit. Je suis un petit peu plus gourmand. Là, j'aimerais bien voilà, le support en premier niveau. Si ça peut correspondre voilà, aux 60, 65, ça peut être vraiment pas mal. Donc avoir ce niveau-là, si on y arrive. Voilà, après, il y a d'autres niveaux, mais on les verra un petit peu plus tard. Technip Énergie. Alors, Technip Énergie, bon, moi, je l'analyse long terme, hein, je dis bien long terme, c'est un hebdo, voire mensuel. Pour moi, c'est un canal haussier où on a eu un excès haussier. Donc ici, matérialisé ici, on l'avait vu notamment avec le, voilà, souvenez-vous, le biseau ascendant, et on disait, attention, derrière, il y aura une correction. Ça a été le cas. Il y avait ce range-là aussi. On avait dit cassure. Tout ça, ça a été, vous regardez la vidéo du 20 février, vous verrez, moi, j'ai rien touché. On avait dit cassure pour aller chercher derrière un petit momentum avant un repli plus important. Donc je suis toujours dans le même scénario. Hein. Moi je pense que on peut revenir sur le bas de canal qui sera une opportunité de long terme. Voilà. Donc et d'ailleurs, je pense pas que si on venait à péter ici voilà, à repasser sous les 30, ce sera forcément un retournement à la baisse, retournement du marché si on vient à péter le bas du canal. Voilà, donc là aussi, pour moi, c'est toujours une tendance haussière, mais je suis gourmand sur le point d'achat. Arcelor, ben là c'est toujours la même chose, hein. Quand tout le monde se met à parler d'un titre, c'est là où en général il se met à corriger. Donc Arcelor, il y a eu une grosse correction, il y a beaucoup de volatilité. Les volumes, comme d'habitude, explosifs ici, donc c'est là où en général tous les petits particuliers rentrent et malheureusement se font pour la plupart plumer. Donc il faut attendre, patienter et attendre que nous ayons effectivement des réductions de volatilité, des constructions de figures. Par contre, ce qui serait bien, c'est que la construction de figures, elle intervienne ici. Donc si on revient tester le haut du range, c'est-à-dire les 30 euros, et qu'il y a une réaction plus congestion, alors là, moi ça va m'intéresser pour vous de l'achat. Ok. Donc voilà. Prudence, patience, encore une fois. Caleret qui ben, est pas si mal que ça, hein, qui congestionne. Donc voilà, on va la voir ici, en UTE de temps court terme. Donc on a la moyenne mobile à 200 jours qui est haussière. On a un contenant, comme dirait mon ami Michael Lambro, que j'embrasse, un contenant, une congestion qui est en train de se former. On voit clairement une zone de résistance qui est très bien identifiée. Maintenant, le plus dur reste à faire, c'est clair. C'est bien sûr de casser cette zone de congestion par le haut. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous voyez, on a un ralentissement des volumes et non pas une hausse des volumes. La hausse des volumes, quand est-ce que vous l'avez eu? Regardez le pic des volumes où il a eu lieu. Regardez la plus grosse journée des volumes, ça a été où? Ça a été là. Voilà, le pic des volumes, il a lieu sur les points hauts, très souvent. Et là aussi, regardez. Regardez le pic des volumes où c'est qu'il a eu lieu là. Voilà. Donc quand vous lisez sur les réseaux, il y a beaucoup de volume, il faut rentrer. Moi, je ne cesse de vous dire le contraire. Voilà, attention quand vous avez des volumes explosifs. En général, c'est pas loin d'être les points hauts. Donc faites très attention à ça. Là, moi, je me réintéresse à Calerie, à condition bien sûr qu'on casse, etc. Mais ça, voilà, je trouve que c'est beaucoup plus, en termes de ratio gain-risque, beaucoup plus intéressant. Si on casse ici les 4,55, l'objectif c'est quoi? C'est de retrouver éventuellement bon, la zone des 6,13 par exemple, si on n'est pas trop gourmand. Et la validation, elle se situera
Voilà, 3,88. Vous pouvez même mettre un peu plus large, 3,64. Même encore un peu plus large ici, vous avez quand même un ratio gain-risque qui est presque suffisant, vous voyez. Voilà. Donc vous avez potentiellement une perte de 23-24%. Attention, c'est volatile, hein, il faut mesurer sa taille de position. Et derrière un gain potentiel de 30, quasiment 35, voire même un petit peu plus si vous allez chercher les plus hauts. Donc vous voyez, c'est là en fait qu'il faut répéter ce genre de choses sur des tendances haussières, c'est-à-dire sur des tendances avec une moyenne mobile à 200 jours qui monte, et vous allez voir que vos gains sur le long terme vont se concrétiser, il n'y a pas de sujet. Ensuite, bon, on a Adienne qui est toujours en difficulté, alors j'espérais un rebond, elle n'a même pas fait le rebond, hein, Adienne, c'est cata. Donc moi je l'attends toujours au même endroit, hein, Adienne, voilà, sur le bas. J'espérais un rebond, on l'a même pas fait, donc on attend toujours pour moi la zone sous les 700. On verra en suivant. Sartorius, en revanche, elle est sur une zone, une première zone pour moi qui peut être intéressante, elle est là. Donc voilà, toute cette zone-là, c'est une zone d'accu pour moi. Il y en a une deuxième, hein, ne pas l'omettre, qui est beaucoup plus bas, entre les 55 et les 75, grosso modo. Mais voilà, toute la zone entre les 57 et les 130 est une première zone d'accu. Donc à suivre de près, ça reste bien valorisé, donc attention. Maison du Monde, il n'y a rien, il n'y a strictement rien, Maison du Monde. Voilà, on me l'a redemandé, mais franchement, regardez ça, hein. Donc là, on est sur les plus bas et on enchaîne les bougies rouges. Vous mettez votre moyenne mobile, hein, regardez la moyenne mobile, hein, à 10 mois. Il n'y a strictement rien à faire. Là, c'est un petit peu le chaos, hein. C'est un petit peu le chaos sur Maison du Monde, un petit peu beaucoup même. Donc là, franchement, les amis, laissez tomber, quoi, hein. Si vous en avez, je sais pas quoi vous dire, tout dépend de la moins-value, mais si vous en avez, franchement, même si vous avez une forte moins-value, il vaut mieux des fois reprendre son cash, même si vous avez une moins-value de moins 60, moins 70, voire moins 80%, bah tant pis, hein, vous récupérez ce qu'il y a à récupérer, hein. Quitte plus tard à retenter avec le reliquat, si vous voulez, avec ce que vous avez récupéré, le garder de côté et retenter lorsque vous aurez une cassure, par exemple d'une oblique ou quelque chose comme ça. Mais là, vous voyez bien que c'est trop compliqué, quoi. Donc franchement, laissez tomber sur Maison du Monde pour le moment. On y reviendra, à un moment donné, elle se retournera, hein. Mais franchement, il n'y a pas grand-chose. Carvolix, qui est donc bel et bien une action française, hein. Intéressant. Ce qu'elle fait, vraiment intéressant. Donc on a vraiment, en mensuel, on le voit, un scénario où on a un beau règne, moi je la suis de près. Beau règne, alors attention, c'est un petit titre, hein, tout petit titre. Je la suis de près, j'en ai pas, mais je la suis de près. Donc on a cassé, on a fait le push, et là on est en train de fabriquer la construction. La construction est pas très belle pour le moment, esthétiquement parlant, hein. Elle est pas très belle. Elle est là, mais elle n'est pas très belle. Donc j'aimerais vraiment une belle réduction de volatilité. Depuis 2 séances, on l'a. Peut-être est-ce un début, avant éventuellement une cassure. Donc c'est ça qu'on va surveiller, c'est ça qu'on va essayer de voir si on a quelque chose qui ressemble à ça. Pour le moment, j'ai rien, mais ça se suit de près. Beneteau, là c'est pareil, ça fait 2 ans qu'on attend la zone. Souvenez-vous de Beneteau, qui est la zone qui est ici, la zone des 5 euros, le support des 5 euros. Donc 5 euros, c'est la zone large, hein, c'est entre les 4,66 € et les 5,60 €. On en parlait déjà en 2024. Et donc voilà, encore une fois, la patience devrait, je pense, payer. Et pour moi, on est comme un aimant là, si vous voulez, on est tellement proche que pour moi, on va y aller. Vous pouvez bien sûr avoir de la gesticulation, vous pouvez avoir des rebonds, mais pour moi, les probabilités, c'est qu'on ait une nouvelle attaque. Et là, ce sera peut-être une opportunité d'achat en cas de manifestation, je dirais, des acheteurs sur ce niveau-là. Ça va m'intéresser, hein, moi, Beneteau, sur ce niveau-là, quand même, sur du long terme. Là, quand même, on arrivera sur des niveaux intéressants. Pierre et Vacances, qui résiste malgré tout, qui résiste, qui voilà, tient, pour moi, tant que Pierre et Vacances tient les 1,60 €, ça va, il y a de l'espoir. Malgré tout, oui, elle est en difficulté. La figure qu'on attendait, la cassure de la zone en vert, elle n'a pas eu lieu. On a même cassé par le bas, on fait un pullback, et là, voilà, on est toujours là-dedans. Il se passe pas grand-chose, il faut patienter, et là aussi. Mais bon, dans l'ensemble, elle a été quand même plutôt résiliente. J'aurais cru qu'elle se fasse plus défoncer que ça. Donc pour le moment, franchement, elle est résiliente. Mais encore une fois, voilà, sous les 1,60, on laissera tomber, hein. Sous les 1,60. Et surtout, si on casse ce support-là, voilà. Ce support-là, c'est vraiment le support important. Par contre, en effet, ceux qui veulent plutôt, qui sont plutôt dans de l'accumulation, si on revient dans le niveau des 1,60, oui, là, ça peut être effectivement un niveau d'accu pour le long terme, à condition d'avoir un money management prudent, parce qu'on ne parle pas ici d'une entreprise avec des fondamentaux exceptionnelissimes, hein. Il y a du risque quand même. Donc là, il faut le money manager correctement aussi dans un portefeuille. On passe donc aux actions américaines. On va proposer du Xylem, magnifique. Xylem.
Donc oui, oui, effectivement, c'est intéressant. Donc il y a un repli qui peut être exploitable. On va peut-être faire l'analyse ici en mensuel. Donc voilà, c'est plutôt, ouais, plutôt intéressant, je dirais, Xylem. Pourquoi pas dans la zone des 110? Ça peut être une première zone et ensuite bah, il y aura des supports horizontaux sous les 80. Donc, voilà, ça peut être plutôt pas mal. Cette zone-là, ouais, c'est ça, 110 dollars. Et éventuellement, cette zone-là, ça peut être une deuxième zone. Voilà, donc sous les 80. Donc oui, intéressante. En tout cas, on est bel et bien hein, face à une tendance haussière de long terme. Donc ma réponse, c'est oui. Visa, je ne change pas l'analyse. Ça fait des mois que je vous dis la même chose sur Visa, sur Mastercard. Voilà, je ne change pas. Ce sera intéressant uniquement sur le bas de canal. Voilà, beaucoup se sont jetés à la moindre baisse sur Visa. Et pour le moment, malheureusement, ben, c'est un dossier qui a quand même perdu déjà 20%. Et je pense qu'il peut perdre. Je pense que c'est un dossier qui peut perdre 10-12% sans problème de plus. Pareil pour Booking, qui est un dossier que j'adore, que j'utilise beaucoup, donc j'adore. Mais pareil, ça fait des mois que je vous dis, attention, Booking, il y a un potentiel de baisse. Vous avez montré moins 47 depuis les plus hauts. Et on a déjà fait moins 30. Donc, pour moi, Booking, attention de ne pas se jeter là-dessus forcément tout le temps, trop vite. Il peut y avoir des baisses supplémentaires. Le momentum n'est plus là. Donc voilà, je ne change pas mon analyse sur Booking. Super Métro comme MSCI. Super microcomputer, je vais y arriver. Vivement le week-end. Semaine agitée quand même, beaucoup de boulot. On a une congestion qui est en train de se former, c'est le seul truc positif sur Super Microcomputer avec voilà, on a un biseau descendant qui a été cassé et on a une autre formation de biseau ici ou de fanion, de construction, ce que vous voulez. Donc il faudra voir s'il y a une cassure par là, ça peut se suivre. Par contre, on casse par le bas, attention, nouvelle attaque baissière. Donc pour le moment, c'est de l'observation, mais il y a quand même quelque chose qui se forme. Mercado, Libre, pareil, c'est un dossier, ça fait des mois qu'on dit de patienter, et les zones, elles arrivent. Voilà, la première zone, elle est là. Ça y est, nous y sommes sur la première zone, et elle est agressive, elle est très agressive, donc là, attention, parce que pour moi, c'est vraiment pour ceux qui sont un peu pressés. Si vous y allez, attention. Donc première zone ici, deuxième zone là, troisième zone ici. Ok. Alibaba, donc qui a publié hier, je crois. Donc Alibaba, ben, c'est pareil. Pour moi, ce sera intéressant. Éventuellement. Alors après, c'est toujours pareil. La Chine, c'est la Chine. Hein, chacun. Ouais, je comprends hein, ceux qui disent moi, j'investirai jamais sur des valeurs chinoises. Encore une fois, il faut. Ouais, personne n'a raison, personne n'a tort. Moi, je trouve que le marché chinois est quand même un marché intéressant à avoir en portefeuille. Maintenant, là aussi, il faut l'acheter sur opportunité. On l'a surveillé à la cassure des 80 et quelques ici, je crois. Oui, c'est ça, 81, 82, je sais plus. Il y avait peut-être. Ouais, voilà. C'était là. Voilà. Depuis ici, mais maintenant, s'il y a un repli à nouveau dans la zone des 100, ça peut être une zone d'opportunité long terme. Voilà, pour moi. Et le bas, éventuellement, sur le support, à nouveau, les 90, quoi. Voilà. Donc pour le moment, il n'y a rien, il n'y a pas de momentum. Voilà, simplement, ben, il faut comprendre que c'est une action quand même qui avait repris depuis ses plus bas pratiquement 260%. Donc voilà, PayPal, bon, qui a rebondi timidement, hein, qui a rebondi timidement dans la zone des 38-35. Voilà, c'est la dernière zone un peu qui tient, mais c'est vrai que c'est cata hein, pour le moment, franchement. Sur PayPal, voilà, c'est un dossier, moi, sur lequel j'attendais beaucoup, 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 beaucoup mieux. Donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de déceptions. Je note, voilà, pour les coûts-termistes, qu'on a quand même ça, qui peut éventuellement générer un rebond supplémentaire à minima pour combler le gap. Voilà. Et sinon, pour la zone d'accumulation, c'est la zone des 35. Mais attention, c'est un dossier qui, malheureusement, a beaucoup baissé et qui est en difficulté, quoi, hein, clairement. Ensuite, vous avez du McDo, pareil. McDo, moi, je ne change pas. Mon analyse sur McDo, pour moi, c'est une tendance haussière de long terme. On le voit aussi avec la moyenne mobile à 200 jours à 200 mois pardon, qui ne cesse de monter. Mais c'est un dossier qui sera à acheter uniquement sur repli. Donc, attention, McDo, pour moi, elle peut traîner, encore une fois, elle peut traîner, mais l'opportunité sera uniquement sur repli à proximité du support oblique. J'entends certains qui me diront, elle ira jamais sur ton support oblique. On verra. On en reparlera et on refera une vidéo quand elle y sera et je vous dirai, voilà, nous y sommes. Comme d'habitude, il faut attendre. Je ne dis pas qu'elle va arriver demain, hein, mais vous verrez que McDonald's reviendra un jour ou l'autre sur son support oblique. Et là, ce sera une opportunité. Probable.
Et on termine par Microsoft avant de vous parler des 4 titres à suivre. Donc Microsoft, toujours le même avis. Sous les 400, c'était une première zone agressive, mais la vraie zone que j'attends, vous la connaissez, je ne l'ai pas changée, elle n'est pas modifiée, elle est là. Donc on a déjà perdu plus de 30%, je verrai bien 10% supplémentaires dans cette zone-là, et on verra dans cette zone-là un petit peu ce que ça donne. Mais oui, cette première zone-là, avec un renfort là, peut être une première zone intéressante. 4 titres à suivre, alors pas facile hein, de trouver, ce sont des petites valeurs. Voilà, à prendre là aussi avec des pincettes. C'est pas des valeurs qu'il faut acheter, c'est des valeurs qu'il faut suivre, éventuellement si ça vous intéresse. La TECOR, bon, c'est une valeur en tendance baissière, mais je trouve que c'est plutôt intéressant. C'est une tendance baissière malgré tout qui se tient plutôt bien. D'ailleurs, vous voyez, la tendance, elle est malgré tout haussière. On est au-dessus de la moyenne mobile. Bon, c'est un tout petit dossier. Moi, je traite pas hein, ça, je vous le dis direct. Voilà, mais bon, il y a une petite congestion. Pourquoi pas? C'est pas simple. Mais pour ceux qui ont des petits portefeuilles qui ont une petite valeur, voilà, on m'en a parlé. C'est vrai qu'elle est pas mal. C'est pas ma préférée, mais ça se regarde. Enfin, c'est pas ma préférée parce qu'elle est pas liquide, mais voilà. En tout cas, c'est une tendance haussière, c'est déjà pas mal. Ensuite, vous avez Memscape. C'est mieux. C'est une tendance également haussière. On voit la moyenne mobile, regardez ici, qui est en train de se retourner. C'est vraiment pas mal. Là aussi, on est sur une congestion qui peut prendre encore pas mal de temps. Petite valeur, là aussi, attention, toute petite valeur, mais il faudra voir au-dessus des 5,22 € ce qu'il s'y passe. Mais ça peut être effectivement une valeur à suivre. Ensuite, vous avez du Voltalia, que vous connaissez là par contre mieux, qui est en congestion, je dirais, en hebdo. Voilà, en hebdo, vous le verrez mieux. Donc, toujours une congestion. Il n'y a rien à faire pour le moment, mais c'est quand même une congestion à suivre. Si on va casser le bas, les 5 € et tout, donc là, il faudra faire gaffe. Mais on peut quand même, ça, c'est quand même plutôt une figure d'essoufflement. Donc, on peut avoir à minima un rebond, revenir sur les 9,40 €. Surtout avec l'actualité, évidemment, ça peut nous aider. Bon, pour le moment, il n'y a rien, mais à regarder, à suivre de près. Là, je suis vraiment pas pour la semaine prochaine. Hein. Je suis vraiment plutôt à un horizon de temps plusieurs mois. Spéculatif, enfin, vous avez du Mat Pharma. Du Mat Pharma qui, elle aussi, donc là aussi, petit dossier spéculatif, etc. Malheureusement, en ce moment, il n'y a que ça hein, qui tient à peu près. Mais oui, et là, par contre, c'est peut-être ma préférée en termes de configuration technique. Hein. C'est peut-être ma préférée parce que, en effet, vous avez une congestion qui est un petit peu plus propre. Donc, potentiellement, vous avez une zone ici au-dessus des 7,30 € qui peut être une première zone éventuelle et au-dessus des 7,48 €. Invalidation pour les agressifs 6,71 € et pour les plus moyens termes 6,16 €. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous voyez le retournement de la moyenne mobile à 200 jours, qui était donc baissière et qui s'est retourné à la hausse. Je termine comme d'habitude avec le screener Trend Following, que voici, que voilà. Ce screener, bien sûr, est disponible, le code est disponible sur le site du podcast de la bourse.fr dans la rubrique formation gratuite. Et donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à le revoir. Il y a des nouveautés qui vont arriver avec notamment dans quelques mois, dans quelques semaines, dans quelques mois plutôt, je pense, notamment la mise à disposition gratuite de screener directement sur mon site. Comme ça, ben, vous pourrez directement regarder, par exemple, pourquoi pas, ce screener-là, peut-être, depuis le site. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Donc je vous dirai la semaine prochaine si je suis en déplacement, si j'aurai le temps de vous faire la vidéo ou pas. Et sinon, j'essaierai peut-être de vous enregistrer ça. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un bon week-end. Soyez prudents sur les marchés, opportunistes bien sûr, mais prudents. Bisous à tous, bon week-end, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao.